Deux invités avec nous, donc Delphine Arnaud, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Bonjour Grégoire. On se focalisera avec vous sur la partie européenne, puisque l'Europe, au-delà du fait qu'on est français, européen et qu'on aime parler de l'Europe, l'Europe devient un sweet spot pour les investisseurs mondiaux. On évoquera ce sujet avec vous. Mais d'abord, le contrôle technique mensuel des marchés avec Romain Dobry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Le mois de février a été clôturé. C'est un mois à nouveau positif pour les indices actions en Europe, contrairement au reste du monde, il faut le noter. Et donc l'objectif, c'est celui de la consolidation. La consolidation qui semble tellement laborieuse à se mettre en place, à commencer par nos indices forts, actions européens, Romain. Pourquoi est-ce que le processus est aussi compliqué? Et est-ce que c'est juste une question de temps, finalement, avant de voir se mettre en place un retracement digne de ce nom que tout le monde estime légitime après le run d'anthologie qu'on a connu en Europe, encore une fois? Oui, je crois que c'est effectivement une question de temps. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Nous aussi. Je crois que c'est la consolidation la plus attendue du marché. Je ne connais pas beaucoup d'opérateurs qui n'attendent pas de repli. C'est toujours un signe de force pour le marché, ça, du côté comportemental. On va le voir graphiquement, effectivement, des signaux de faiblesse. On l'avait évoqué au moment de l'échéance des marchés dérivés. Souvent un point de virage technique. Et ça s'est matérialisé parfaitement, précisément. On est allé le vendredi former un plus haut, et le jeudi, former un plus haut précédant l'échéance, donc le 16 février. Et puis le vendredi, des signaux de faiblesse. Et depuis, on n'arrive pas à former de nouveaux plus hauts sur les indices européens. Je ne parle pas des indices américains qui, eux, sont en consolidation depuis début février déjà, qui ont corrigé de 7-8% pour le S&P et le Nasdaq. Donc la consolidation est plus marquée. On arrive sur des niveaux de retracement importants d'ailleurs. En Europe, c'est toujours très fort. Le Stoxx 600, l'indice le plus large européen, plus 1,74 sur le mois. L'Eurostoxx 1,80, le CAC 40, 2,62 de hausse. Le MIB, qui était l'indice fort, 3,30 de hausse. Il atteint des cibles graphiques qu'on avait évoquées aussi. Mais celui qu'on regardera aujourd'hui, c'est le l'IBEX. Parce qu'il se passe quelque chose en Espagne. Presque 4% de hausse sur l'IBEX sur le mois, qui déborde une oblique baissière de très très long terme de 2008, avec force, avec du volume, et qui s'installe au-dessus nettement. Donc il se passe manifestement toujours quelque chose en Europe. Et ça, ce ne sont pas des débordements graphiques qui ont lieu sur quelques jours ou quelques heures. C'est un débordement mensuel sur un niveau sur lequel, on va le détailler, l'indice avait été en échec plusieurs fois. Donc, toujours ce mouvement de fond. En revanche, effectivement, aux États-Unis, c'est moins bon. Le Dow Jones est l'indice faible parmi les trois grands indices américains, moins 4,19. Le S&P, moins 2,61. Et puis, c'est le Nasdaq qui perd 0,49 finalement, mais dans une plage de fluctuation de 8,24%. Donc, une invalidation et une bougie mensuelle sur l'indice Nasdaq qui, il faut le dire, est moche, puisqu'on a tenté de former un point haut et on clôture au plus bas. Un petit peu sur les plus bas. Ouais. En haut de marché, ce serait un très mauvais signal. Là, c'est un peu moins à prendre en compte, un peu moins prendre en compte compte tenu du niveau actuel. On défend toujours des niveaux techniques importants. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on pressentait que le Nasdaq ne sera peut-être plus l'indice star des mois ou des années qui viennent. Il se joue quelque chose de ce côté-là et peut-être qu'on regarde autre chose. Je le dis en plaisantant, mais c'est pas peut-être. On regarde clairement autre chose puisque c'est la value qui domine. Oui. Paye très. Non, mais on plaisante pas avec ça, Romain. Non. Moi, j'attends le 16 mars prochain pour marquer les 3 ans du point bas de mars 2020, qui était le point bas de la crise pandémique. Le CAC était tombé à 3006, je crois. Et donc, je mets mon petit calcul à jour en permanence et j'attends ce 16 mars pour bien valider que depuis le point bas de mars 2020, le CAC 40, hors dividende, met 20 points dans la vue au Nasdaq. Sur 3 ans. Sur 3 ans. Bon. Donc on rigole pas avec ça. Non, c'est pas du tout. C'est très sérieux. Si on prend la partie technique, Romain, commençons effectivement par la partie américaine, qui est déjà dans une phase de consolidation plus avancée. On verra ce qu'il en est de l'Europe par la suite. Avec l'indice large S&P 500, bien sûr, quel est l'état des lieux technique là, à l'issue du mois de février et au démarrage de ce mois de mars? Une consolidation un peu appuyée, avec un échec contre des niveaux importants que vous avez sous les yeux, entre deux gaps qu'on avait évoqués, le gap du 13 juin et le gap du 22 août. Deux gaps hebdomadaires, donc qui ont des significations graphiques importantes. Quand on est bloqué entre ces deux niveaux-là depuis donc le mois d'août, on est passé un peu en dessous en septembre, mais on est bloqué entre ces deux niveaux, échec contre ce niveau-là, et on s'approche du gap
de juin, donc au niveau de 3956 points sur le S&P. Ce sont des niveaux charnières. Non seulement on s'approche de l'oblique baissière qui avait été active, que vous avez en bleu à l'écran, active depuis toute l'année 2022, et puis d'une oblique violette, pardon pour les couleurs qui sont peut-être pas très, très jolies ou lisibles, mais qui est haussière et qui était active, elle, depuis des années sur le S&P, donc qui est le canal, la borne basse du canal haussier de long terme sur le S&P. Donc c'est la croisée des chemins. Les obliques ne sont pas toujours très pratiques à travailler, mais il se trouve qu'elles sont bien identifiées par les marchés. Donc on arrive à 2 ou 3% de ces niveaux-là, et il ne faudrait pas les rompre. Donc on a encore un peu de consolidation possible. Mais ce sont des niveaux qui, pour un investisseur de moyen ou long terme, sont des points d'entrée à observer de toute façon. Donc, qu'il y ait des réactions sur ces niveaux-là, c'est probable. Qu'elles soient pérennes, on va le voir. Globalement, on voit que sur le mois, on a baissé, mais avec un peu moins de volume que sur le mois précédent, donc qui était haussier. On a un signal donc plutôt fort et des niveaux qui sont des points d'entrée. Du côté des marchés dérivés, on a un peu de pression baissière, que ce soit sur l'Eurostoxx, le S&P ou le CAC 40. C'est un petit peu, c'est pas beaucoup. Moi, j'y vois le signal d'une spéculation qui a trouvé des points d'entrée pour travailler un petit peu à la baisse. Et en revanche, on voit des rebonds tonitruants liés à, on l'a souvent évoqué, des opérateurs institutionnels et des grosses mains du marché qui ont été sous-investis, voire short dans cette période-là, et de l'intérêt qu'on notait inférieur à la moyenne. Donc, sur les marchés dérivés sur le futur, on avait moins de contrats futurs ouverts et globalement, au fur et à mesure de la hausse, on en voyait peu se construire parce que acheteurs et vendeurs se neutralisaient. Là, ça commence à s'ouvrir et l'intérêt augmente depuis l'échéance du mois de mars, quel que soit le sens, même si le solde est un tout petit peu à la main des vendeurs. Donc j'y vois un peu de spéculation baissière face à de la construction d'intérêt acheteur aussi. C'est pour l'instant ténu, mais on a sur l'Eurostoxx 0,83% de baisse depuis le 17 février et 3,98 ou 4% de hausse de la position ouverte. Sur le CAC, moins 0,68, 5,76 de hausse de la position ouverte et sur le S&P 2,68 et un peu plus de 2% de hausse de la position ouverte. Donc il y a un intérêt qui se construit dans la baisse, mais quel que soit le sens du marché, il y en a. Donc j'y vois de la construction dans les deux sens, un peu de spéculation, un peu d'ouverture d'intérêt sur des mains qui, apparemment, auraient manqué un mouvement important. Il y a aussi un niveau de couverture toujours très important, notamment sur les indices actions, sur les actions américaines, qui indique toujours que les opérateurs sont protégés. Et sur le CAC, entre 6008 et 7003, on a beaucoup d'options de vente. En revanche, quand on regarde la décomposition et la structure des marchés des options, on n'a pas d'options au-delà de 7300 points, d'options de vente au-delà de 7300 points, comme si on n'envisageait pas de déborder ce niveau-là dans l'immédiat. Comprends. Bon, qu'en est-il de l'ancienne star que fut le Nasdaq, Romain, du coup, sur le plan technique ? Bien, le Nasdaq, il conseille aussi pas mal, et c'est plutôt des niveaux techniques qu'on va observer. Il était passé au-delà de 12 165, qui était la ligne de coup d'une figure haussière. Il est repassé un peu en dessous. 12 008, c'est le point 12 008, c'est le point intermédiaire sur lequel il est calé. Lui pourrait continuer à consolider, même un peu plus que le S&P. Il a mieux résisté que le S&P dans la baisse. Le S&P est repassé entre 50% et 61,80 de retracement quand on regarde les retracements de Fibonacci de la dernière vague de hausse. Le S&P est au-dessus encore, donc il pourrait continuer à consolider un petit peu plus. Ce ne serait pas un très bon signal de passer sous 11 638 points, mais on peut tolérer une accélération baissière, peut-être un touchdown, un mouvement de baisse qui ferait douter les opérateurs et qui serait un point d'entrée intéressant qui pourrait peut-être permettre aux indices européens d'aller former cette consolidation qu'on attend de façon assez consensuelle depuis quelques temps maintenant. Si on dépasse 12 165 et puis de la même façon 12 865, la dernière cible qu'on était allé chercher, évidemment la tendance se réactive de façon assez manifeste et on a 13 720 en cible. Pour l'instant, c'est un doute, mais le double appui, le double bottom qu'on a formé en fin d'année dernière est un signal fort, et tout ça avec des volumes. Les volumes sont moins importants dans la consolidation pour l'instant, même si encore une fois, on s'attend toujours à ce que le Nasdaq reste pas l'indice le plus fort, même si on a de l'intérêt qui se Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à faire avec le Nasdaq, mais c'est juste qu'il n'est plus l'indice leader qui apporte la surperformance sur les marchés globaux et sur les marchés boursiers. Exactement. Si on en vient à l'Europe,
Du coup, en regardant l'Eurostoxx, notamment, qu'est-ce qui serait une cible idéale en matière de retracement et de consolidation? Alors, toujours un graphique hebdomadaire. On a eu un signal important la semaine dernière. On avait évoqué au mois d'octobre un avalement haussier. La bougie du mois d'octobre avait englobé celle du mois de septembre. C'était un signal haussier fort. Là, c'est la bougie hebdomadaire de la semaine dernière qui a englobé celle de la semaine précédente. En haut de marché, c'est quand même un signal d'un coup d'arrêt, même si on voit qu'on commence le mois de façon assez forte. Encore, on est dans un petit trading range 4188, 4283. On a des extensions possibles à la hausse situées un peu sous 4400 points. 4400 points sont les tops historiques de l'Eurostoxx. Donc il va falloir quelque chose de fort pour aller les chercher, voire les déborder. Si on rompt 4188, il n'y a rien de méchant. 4099 en cible, c'est l'alerte de court terme. C'est sous ce niveau-là où on pourrait accélérer un peu, aller chercher l'alerte de moyen terme qui est située aux alentours de 3965 points. Ce serait un point d'entrée excellent, probablement. Et je pense qu'il y a pas mal d'opérateurs qui seraient intéressés pour rentrer sur ce niveau-là. On constate que c'est au-delà d'un gap hebdomadaire haussier cette fois-ci. Donc un point technique important, un niveau de retournement. Donc voilà, pas se précipiter, être un peu plus light, garder une poche de cash dans le contexte, même si on reste globalement assez investi. Et on a des stratégies un petit peu qui peuvent paraître contre-intuitives. On est en même temps protégé et en même temps on achète sur repli, on cherche des points d'entrée sur des titres. Parmi les forces de l'Europe boursière, j'entends, intéressant de noter, alors on va parler du CAC, mais le MIB italien, vous l'avez cité, ou encore l'IBEX espagnol. Regardez alors, les enquêtes PMI manufacturières de ces deux pays ce matin, ce sont les meilleurs, en tout cas qu'on ait eu pour le mois de février, par rapport à la France et l'Allemagne. On a encore des zones de contraction sur l'activité industrielle, manufacturière. On est dans des zones d'expansion en Espagne et en Italie pour le secteur manufacturier. Et donc, en termes d'indices, on voit l'IBEX, là aussi, qui est un indice fort aujourd'hui, Romain. Mais ça a été le plus fort le mois dernier en tout cas, et il faisait partie des indices forts récemment, avec le débordement donc, de cette oblique baissière de long terme qui, comme vous le voyez, a été testé 4 fois depuis 2008 avant d'être débordé clairement en mensuel, et encore une fois avec des volumes significatifs. Donc ça ouvre la voie à une progression complémentaire de l'ordre de 7-8% sur l'IBEX, avec peut-être un retracement, c'est-à-dire qu'on peut aller former ce qu'on appelle un throwback, c'est-à-dire retourner sur cette oblique baissière pour s'appuyer dessus et trouver un point d'entrée. Donc la consolidation est possible, elle serait même saine encore une fois dans ce marché. Et puis on a eu cet avalement baissier que je vous décrivais sur l'Eurostoxx, on l'a eu aussi sur le MIB. En touchant une cible. Donc on ne peut pas regarder tous les graphiques en même temps, mais il y a encore une fois un petit coup d'arrêt à court terme. La lecture à moyen et long terme, elle est quand même très très positive. Et la cible que je vous donne, elle est modeste, 10 160 sur l'IBEX. Si on regarde la structure qui est en dessous et la hausse, on peut même aller chercher beaucoup plus loin. 11 180 serait une première étape dans un mouvement haussier qui est plus important encore. Comment est-ce que ça se traduit sur le CAC 40, Romain, là, qu'est-ce qui serait la zone de retracement idéale? On est à 7325 points sur le CAC 40 cash au moment où on se parle. Entre 3980 et 7040 points. Ce serait la cible de retracement idéal pour l'indice CAC 40. On a buté sur un niveau psychologique important, 7372, c'était le top historique de l'année dernière. On a débordé par le haut le canal haussier de long terme actif depuis 2011 sur l'indice CAC 40, avec du volume, avec de la puissance, sans retracer jusque-là, avec de la peine à retracer comme on l'a bien expliqué. Et donc 3-4% de retracement serait un niveau, encore une fois, graphiquement propre, techniquement intéressant pour trouver un ratio risque-rendement sur l'indice CAC 40 qui serait intéressant et avec encore une fois un niveau à surveiller et probablement des opérateurs qui seraient intéressés par ces niveaux-là. Objectif, consolidation, donc on verra comment est-ce que ce retracement se met en place ou non dans les prochains jours. Ou débordement des plus hauts. Ou débordement des plus hauts dans les prochains jours. Il y aura les chiffres d'inflation zone euro cette semaine, l'emploi américain la semaine prochaine, et puis ensuite on repart dans la séquence Banque centrale le 16 mars pour la BCE et le 21 et 22 mars pour la Réserve fédérale américaine. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct, avec nous en plateau.